Méthode positive, deuxième partie. La méthode positive tente de supprimer tout acte d'intimidation en évitant ou supprimant la confrontation avec le chien, en modérant tout rapport de force, pour ne pas dire, là encore, en le supprimant. Le maître s'impose par amour, par gentillesse, par jeu, en offrant à son chiot, puis son chien, une contrepartie qu'il ne pourra pas refuser. Alors au départ, bien souvent, la contrepartie est alimentaire. On nourrit les bonnes habitudes, on récompense, encourage tout ce qui nous semble bien. Puis petit à petit, on supprime la friandise. En général, on la remplace par le jouet, la caresse. Bon, tout le monde fait ça. Jusqu'à 6 mois, on fait tous quasiment ça. Avec des chiots, on fait tous quasiment ça. Sauf que le coercitif va peut-être mettre 2-3 petites limites, quoi. L'objectif est de ne pas contrarier le chien en méthode positive, de ne pas entrer en confrontation, de ne pas établir un rapport de force avec son animal, en évitant ou en ignorant les mauvais comportements. On utilise beaucoup la déviation. Alors la déviation est le procédé qui consiste à dévier le mauvais comportement du chien. Par exemple, il attaque le canapé. En lui proposant autre chose d'autorisé cette fois, je lui jette un jouet qu'il peut mâchouiller. C'est l'occasion de parler des jouets occupationnels. En éducation positive, enfin normalement, on n'utilise surtout pas la caisse de transport à la maison. Ah ben non, ça c'est pas bien du tout. Puis ce serait quand même dommage de ne pas donner une bonne solution au maître. On occupe le chiot avec des objets que l'on qualifie d'occupationnels, attendu que leur mission est d'occuper la petite bête qui s'ennuie. Ça c'est bien. Il est conseillé, lu dans un livre, d'avoir plusieurs jouets que l'on doit renouveler tous les 4-5 jours afin que le chiot ne s'en lasse pas et ne redirige pas sa destruction sur le canapé, sur du mobilier, sur autre chose. Alors déjà, c'est un coût non négligeable parce qu'il faut en acheter souvent et c'est surtout en double peine écologiquement contre-productif. Bon, sans parler des jouets en corde qui peuvent étouffer un chiot. Bon, l'idée la plus farfelue éducativement parlant, c'est quand même d'admettre que le chiot puisse détruire. Là, je trouve ça... donner des jouets occupationnels pour qu'ils puissent s'acharner dessus, je trouve ça très con. Alors que ce soit un jouet ou le canapé, détruire n'est jamais une bonne habitude. La prudence est de rigueur. Pourquoi le conseillons-nous ? Enfin, pourquoi certains le conseillent-ils ? Certainement pour étayer cette vérité canine. Il y en a quelques-unes comme ça que j'aime bien. Et c'est « Ah mon chiot, il doit se faire les dents ». Bon, alors en fait, le chiot détruit peut-être un peu pour soulager les maux de dents. Ça, je ne suis pas contre ça. Mais surtout parce que son instinct lui demande... l'instinct de prédation s'éveille en lui et lui demande de courir derrière une proie, le jouet, de l'attaquer et d'en finir au plus vite en le détruisant, en le déchiquetant. Arracher son jouet, c'est déchiqueter sa proie pour l'ingérer. Si sur un faisan, c'est nourrissant, sur un objet, ça peut être étouffant. Et les morceaux de plastique ingérés, quand ils sortent, ça gratte un peu le rectum. Donc faites attention. Évitez et mettez-vous à la caisse, parce que ça, c'est quand même... quand elle est bien utilisée, la caisse, c'est quand même, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et ça permet au maître, par moment, de sauver son chiot, enfin son chien adulte. Un chiot doit endurer la solitude et doit, le plus rapidement possible, admettre que je m'ennuie, se commue en je dors. Votre chien, quand vous n'êtes pas là, c'est pas grave qu'il dorme un peu. On utilise aussi beaucoup l'ignorance. Quand tu me sautes dessus, je ne te regarde pas, je t'ignore. Tant que tu t'excites, tu n'existes plus. Alors l'ignorance, pour moi, c'est un procédé violent psychiquement. À partir du moment où vous tentez de tenir votre chiot comme à votre retour, vous le canalisez en le contenant pour ne pas qu'il vous saute dessus, vous le contraignez, d'accord, physiquement. Pourtant, il n'y a rien de mal. C'est juste les mains qui se referment sur lui comme pour l'empêcher de s'agiter et de lui faire comprendre que l'attitude que vous recherchez est le calme, la patience, le fait de le placer dans l'action recherchée est plus formateur que d'attendre qu'il trouve la solution. Parce que des fois, il peut sauter pendant 1 heure. C'est aussi beaucoup moins violent que l'ignorance, qui pour moi est la plus abjecte des procédures d'éducation. Quand on impose à un chiot une sorte de « je ne te vois pas » alors qu'il nous a attendu toute la journée et que pour lui c'est le moment de bonheur, en tout cas c'est un moment de bonheur immense, c'est une véritable violence psychique. C'est un procédé on ne peut plus anthropomorphique. On assimile le chiot à l'enfant qui lui peut avoir envers la maman qui revient le chercher de la rancœur, du fait qu'il associe d'avoir été laissé mener chez sa nounou comme une espèce d'abandon. Ça c'est l'ambivalence, voilà. L'enfant peut sur le moment détester autant sa mère qu'il l'aime. L'enfant ne se jette pas dans les bras de sa mère, mais l'ignore au contraire, comme pour lui faire payer sa forfaiture. La mère souvent lui rend la monnaie en faisant semblant de se repartir. Là, l'enfant court à la porte et se jette dans ses bras. Le bluff est éventé. L'ignorance de la mère, en réponse à l'ignorance de l'enfant, déclenche chez l'enfant l'abandon de sa rancune et de sa stratégie.
sa stratégie s'est avérée inefficace. Donc l'humain, lui, est ambivalent. Vous voyez, l'enfant peut être ambivalent, mais pas le chiot. Ce dernier est juste heureux de retrouver ce nous. Il est rassuré, la meute s'est reconstituée, c'est son modèle de vie qui est inscrit à l'intérieur de lui-même, gravé dans ses gènes. L'ignorance est ou peut être traumatisant pour un chiot qui se construit avec l'idée que le modèle d'affection qui, je le rappelle, est instinctif, n'est a priori pas dans les habitudes humaines. Bah non, ils n'aiment pas trop. Chaque élan d'affection doit être accueilli comme le plus beau des cadeaux. Ça, c'est vraiment important. Juste est-il utile d'expliquer au chiot qu'il y a une manière de s'y prendre, d'aborder donc le retour comme ça, et que celle-ci ne peut être l'excitation, l'exubérance, qui doit être contenue. Donc il y a des règles, des coutumes, procédés que le chiot connaît bien à l'état naturel, car enseigné dès son plus jeune âge, ces règles portent un nom que l'on a, semble-t-il, oublié. Enfin, cette règle porte un nom. Ça s'appelle le respect. Alors, ignorer, c'est frustrer psychiquement le chiot. On n'est plus en méthode positive, là. On est en méthode punitive. C'est plus tout à fait pareil. Éviter la confrontation directe parce que dans notre monde, contenir et dire non à l'animal est assimilé à de la maltraitance qui engendre un stress est non seulement contre-productif, mais beaucoup plus traumatisant que de contenir et gérer la situation en apportant nous-mêmes la solution pour que les retrouvailles deviennent l'un des moments d'affection les plus importants de la journée. Contenir, c'est l'aimer mieux et plus intensément. Voilà, j'arrive et je le contiens. Voilà, c'est bien. Alors, bien entendu, si votre chien devenu adulte a développé avec vous un lien plus utilitaire qu'affectueux et qu'il vient vous voir à votre retour de manière irrespectueuse en vous sautant dessus ou en sautant comme un cabri, l'ignorance est une technique pour ceux que l'affection n'intéresse pas. Il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut. Moi, perso, je m'en fous. Alors, personnellement, un chien doit me respecter. Moi. Pourquoi ? Parce que je le respecte et que je pourvois à l'ensemble de ses besoins. C'est quand même un minimum. Il doit donc m'aborder avec calme et respect afin que nous puissions, dans une étreinte affectueuse, apprécier le moment. Vous voyez bien, quand j'arrive, je pose un genou à terre et là, je fais un câlin. Dans la nature, les chiots sautent-ils sur les adultes sans protocole, sans respect ? Je pense pas, non. Non, pas vraiment, non. La déviation à ce moment-là est encore pire. Alors, quand on utilise la déviation au moment, justement, du retour, le chien, il arrive, il vous saute dessus, puis là, vous prenez le jouet, allez, pour pas qu'il me saute dessus, je dévie. Alors, c'est encore pire. Donc, vous déviez le mauvais comportement en lançant à l'arrivée du chiot donc un jouet pour détourner son excitation, son enthousiasme. Alors si le jouet représente un fort stimulant, c'est facile. Mais du coup, je le détourne, moi, du maître, de la relation, en lui donnant un artifice auquel il est attaché. L'objet devient plus important que le lien que nous devrions avoir construit, devient plus important que le maître. Je détourne l'amour qu'il devrait me porter en l'orientant sur le jouet. Le chien a de l'affection pour un objet dénué de sentiments, plus que pour un être vivant doté d'émotions. C'est consommateur, c'est très contemporain, non ? C'est surtout de la maladresse qui conduit le chiot dans le caprice, dans l'évitement du maître. C'est monnayer le contrôle, le respect, qu'il n'a d'ailleurs pas pour celui-celle qui devrait être son modèle, celui-celle qu'il devrait respecter le plus au monde. Donner pour contenir, c'est acheter son chien, c'est le payer pour obtenir un résultat de respect. Quelle honte ! Je reprends le titre. Que je n'ai pas dit, le respect ne se monnaie pas. Si nous devions comparer aux enfants, nous pourrions réfléchir au fait qu'il n'est pas très formateur de payer l'enfant pour qu'il soit respectueux. Le respect est le socle impérieux qui façonne l'enfant à mieux vivre en interaction avec les autres. Sans respect, il n'y a pas d'ordre. On n'échange pas un bien pour la conquête du respect. Le respect n'a de contrepartie que la bienveillance respectueuse de celle, de celui, de ceux qui le reçoivent. Tu me respectes, tu respectes nos codes, je te respecte. La nature ne donne pas un jouet au chien pour qu'il soit gentil. Tiens, Kiki, prends ton nonos. La nature, elle a choisi un coup de dent. Ce n'est pas gentil, mais c'est son choix. La déviation s'appuie sur une forte motivation du chien pour un objet. Poussé à l'extrême cette motivation bascule souvent dans une forme d'addiction. L'objet devient une prison psychique dans laquelle on enferme l'esprit du chien pour le contrôler. La méthode positive est tout sauf politiquement, éthiquement correcte. Ce n'est ni plus ni moins que de la corruption, de la manipulation. Ça, c'est un modèle humain, je dirais même politique, mais certainement pas canin. Les chiens, eux, c'est un coup de dent.
Alors l'humanité, sous couvert d'empathie, de sensiblerie, a changé les règles. On a décidé que la nature, qui modère par grognement, par morsure, par intimidation, n'était pas un modèle acceptable. Ah non, 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 la nature, elle est trop dure. Jamais on a autant défendu, enfin fait semblant de défendre la nature comme aujourd'hui. Alors commençons déjà par accepter ses choix en matière de modération. Parce que la nature, elle ne fait pas semblant, elle ne tergiverse pas, elle soumet par la force. Voilà. Alors on a atteint, il paraît, là, un état de conscience. Moi, je me demande bien si là, maintenant, on n'est pas dans un état d'inconscience, parce que je voudrais bien voir les chiens qui sortiront d'ici quelques années. La méthode positive est-elle la panacée, la méthode universelle? Ben non, je ne crois pas du tout. Elle n'est pas applicable dans la vie de tous les jours. Le particulier n'a pas la technique, ni la patience de la maîtriser. Plus l'environnement est riche en stimulation et autres distractions, plus elle est difficilement applicable. La vie a son lot d'imprévisibilité qui ne permet pas à l'humain d'être en constante harmonie avec lui-même ou tout ce qu'il y a autour. Dit autrement, on fait bien souvent ce que l'on peut et on est bien souvent à la merci de ce qui nous entoure. Il faut faire face à la connerie ambiante, à l'excitation circonvoisine, au jugement environnant. Ce n'est pas toujours facile de garder le contrôle de soi. Quand vous êtes dans un parc et puis que là, il y en a un qui commence à vous dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça », c'est pas toujours facile de garder le contrôle de soi. La méthode positive demande justement d'être extrêmement méthodique, constant, précis, clair, détendu, patient, d'égale humeur, bref, de vivre en une sorte de communauté idéalisée, qui n'existe pas. C'est une théorie éducative, la méthode positive, une technique plus qu'une pratique éprouvée. Comme disaient des proches, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe toujours bien. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus rêver, l'utopie n'est pas inutile, bien au contraire. L'utopiste est un optimiste qui espère. Il n'y a rien de pire qu'être réaliste. Le réaliste est malheureux de désespoir quand l'utopiste est baigné d'espoir. Comme l'a dit un auteur dont je ne me rappelle plus le nom, c'est les livres que je lis, des fois je retiens des trucs. Une société sans pensée utopique est inconcevable. Utopie au sens de désir d'un mieux. Voilà. Il suggère que l'utopie est un préliminaire au changement. Le mieux est toujours possible s'il s'imprègne de réalisme et de progression, de respect surtout. Et le mieux n'est pas forcément dans l'interdit. À chaque jour suffit sa peine. Admettons-le, quoi. Mais sans mensonge, sans contre-vérité, sans hypocrisie et avec patience, respect, argument, humanité, empathie, enfin bon, bref. Bon, maintenant un petit bonus. Alors, c'est une petite digression sur l'animalisme extrémiste. Bon, rencontré, hélas, dans beaucoup de clubs canins. On ne peut pas, on ne doit jamais s'enfermer dans le mépris de l'humanité pour défendre sa propre cause ou celle de ceux que l'on défend. La bienveillance est plus efficace que la haine. Le mépris ou la méchanceté. Je suis gentil avec les animaux en oubliant de l'être avec mes semblables. Insulter quelqu'un dans la rue sans comprendre bien souvent la situation, est-ce positif ? Est-ce que ceux qui sont positifs auprès de leur chien, dans l'enseignement qu'ils lui prodiguent, le sont d'égale mesure auprès de l'humain ? Ont-ils cette patience à l'humain qu'ils revendiquent auprès de leur chien? Après tout, l'humain aussi est doué de sensibilité. Je pense qu'on peut être respectueux aussi. Certains humains peuvent être même fragiles. Peut-être devrions-nous l'admettre pour changer. Donc ce n'est pas en engueulant tout le temps qu'on va arriver à changer les choses. Je ne t'insulte pas en criant ce que tu fais mal, mais je t'aide pour t'apporter ce qui serait mieux. Voilà, ça, ce serait intelligent. Bon, bien sûr, sans juger. Bon. Et surtout sans se draper dans la posture d'un super-héros qui vient de sauver la gentille bête de son méchant humain. On a depuis quelques années basculé dans une sorte de moralisation animaliste, obscène et extrémiste. La vision positive est devenue une forme de militantisme extrémiste. On s'interdit tout rapport de force, toute limite physique, en oubliant que la plupart des chiens que l'on n'aura pas su canaliser, finiront à l'intérieur de chez eux, de peur d'être la honte du propriétaire, enfermés sur un terrain, finiront, dans les cas extrêmes, abandonnés ou euthanasiés, finiront drogués aux psychotropes, ça c'est vraiment bien d'avoir des chiens complètement débiles qu'on doit médicaliser à vie, ou aideront à développer l'industrie du collier électrique que le maître utilisera pour reprendre la main. Voilà, à force de ne plus mettre de limites, où on peut en arriver, juste parce que l'on s'interdit d'interdire. Juste parce que certains ont décidé qu'en éducation, l'usage du coup de pompe au cul, bien sûr c'est une façon de parler, était prohibé. L'extrémisme animaliste, en voulant dénoncer la fameuse méthode coercitive, a accentué le malheur de la cause qu'il défend.
Alors, je ne dis pas que le combat n'était pas légitime, hein, car il l'est à bien des égards. Hein. Je dis juste que ce n'est pas en insultant les gens que l'on change les choses. Alors, pour ceux qui détestent l'humanité, eh ben, prenez pas les chiens, hein, les animaux en otage, pour régler vos comptes. J'ai personnellement beaucoup plus de respect pour un Mathieu Ricard, bon, même si personnellement j'en bois pas, que pour un animaliste qui, sur la place publique, s'enduit de sang et simule ce que serait un abattoir humain. Non mais ceux-là, il faut quand même qu'ils soient vraiment tarés pour arriver à penser à des trucs aussi cons, quoi. Bon, là, ça devrait quand même être puni par la loi, ça. Hein, voilà, il faut être quand même vraiment fêlé pour imaginer une reconstitution, hein, d'un abattoir humain. Bon, et je précise que je ne suis pas contre l'antispécisme, hein, qui dans une forme modérée, le welfarisme par exemple, me paraît être légitime et progressiste. Hein. Nous devons changer notre rapport aux animaux, mieux les considérer pour tout ce qu'ils nous apportent et limiter au maximum l'injustice dont ils sont victimes, notamment pour les animaux d'élevage intensif. Moi, je suis bien d'accord avec ça, mais avec modération et circonspection. Hein. Car les armes de nos détracteurs sont l'intimidation, la haine, l'insulte, la bousculade, la brutalité, l'exagération, la victimisation, le jugement, la culpabilité, la diffamation, la calomnie, le mensonge, l'hypocrisie, l'intrusion, le vol d'image, la condamnation, alors même qu'ils ne sont pas juges quand même, hein, mais ils condamnent, hein, la déstabilisation, la généralisation des comportements isolés, hein, que tout le monde admet être inadmissibles, hein, la stigmatisation, la dénonciation et la délation, mais alors totalement décomplexée, hein, la propagande, l'endoctrinement, le prosélytisme, le sectarisme, les montages vidéo douteux en boucle sur les réseaux sociaux, hein, disons plutôt sociopathes, et j'en passe. Hein. Ce qui est effarant, c'est que la plupart des procédés qu'ils utilisent pour militer, ils le reprochent à tous ceux qui en useraient. Hein. Alors je propose une nouvelle insertion dans le dictionnaire sens 4 du mot positif. Sens 4. Et positif ou positif, toute démarche qui pourrait sembler discutable au point de vue moral, mais qui, au nom de la cause, se justifie du fait de ses résultats. Voilà, ça c'est le quatrième insertion dans le dictionnaire pour le mot positif. Ce qui est quand même impressionnant, c'est de voir que ces illuminés, hein, cette minorité ultra positive, hein, car ils ne sont quand même pas tous extrémistes, on est bien d'accord, hein, je suis d'accord avec ça. Hein. Dans notre domaine, ceux-là, je les nomme les canilluminati. Ils ne sont jamais inquiétés par la justice. Leur mode opératoire ressemble beaucoup à s'y méprendre à celui utilisé par les occupants durant la Seconde Guerre mondiale. Bon allez, j'arrête là. Là, je viens de franchir le point de Godwin. Mais vous en conviendrez, c'est quand même troublant, cette injustice d'un côté. Hein. Ils peuvent tout se permettre. C'est une honte. Donc la méthode positive est-elle la panacée? Eh ben non. Hein. Sauf pour celui qui veut performer sur un ring. Là, on est d'accord. Ou celui qui veut s'enrichir en surfant sur la vague de la sensiblerie actuelle et très urbaine sur celle du sentimentalisme animaliste qui, je le rappelle, n'est pas de l'affection, mais une forme politique et du coup économique de la cause. Mais alors, la méthode positive est-elle une méthode? Ben oui et non. En compétition, elle peut être totalement applicable, même si j'en doute un peu, hein, mais bon, dans la rue, dans la vie, chez les particuliers, c'est plus un moyen, une technique de reprendre en main, enfin la main, un moyen d'apprendre au chien des petites choses que l'on peut contraindre, enfin que l'on ne peut pas justement contraindre, comme les besoins, ou fait le beau, ou donne la patte, des trucs comme ça, hein, qu'une méthode globale. Ce n'est pas une méthode globale, c'est juste pas possible, à moins de vivre dans un environnement totalement aseptisé de distraction et autres curiosités. Dynamique pour le chien, elle est inapplicable dans la vraie vie. La vie est bien trop imprévisible pour se dire que nous saurons garder constamment le contrôle de notre chien en exerçant une pression plus psychique que physique sur l'animal. C'est une utopie, c'est ce que j'appelle la théorie éducative, plus qu'une pratique éprouvée pour enfoncer à nouveau le clou. Contenir l'attention de son chiot, puis chien dans un monde grouillant, c'est aussi difficile que d'éprouver la fidélité d'un homme sur l'île de la Tentation, quoi. Enfin, je sais pas, vous n'allez pas envoyer votre homme, mesdames, sur l'île de la Tentation, vous savez très bien qu'il va se passer quelque chose, quoi. Enfin, vous n'êtes pas naïfs quand même. Hein. Il faudrait aussi que le maître soit au chômage, sans enfant, qu'il vive sur une île déserte et qu'il prenne durant une année un congé sabbatique conjugal pour réserver son temps, hein, à l'éducation de son chiot. Ce n'est donc pas vraiment ce que j'appelle vivre. Hein. Penser que l'on peut tout gagner en étant positif est soit pathologique, soit très naïf. À bientôt 50 ans d'existence, je pourrais donner 1000 exemples que la vie n'est pas un long chemin de bienveillance et d'empathie. La vie n'est pas toujours positive ou sympathique.
La méthode positive est un concept urbain avant tout militant pour proposer autre chose que ce qu'a été longtemps la violence éducative. Certains se sont convaincus que l'on pouvait appliquer au chien ce que l'on a tenté d'appliquer à l'enfant, en oubliant au passage que même s'il y a beaucoup de similitudes éducatives, un enfant est doté de capacités cognitives, intellectuelles et de perspectives plus avancées quand même, il peut facilement se projeter alors que le chien, est toujours dans l'instant. La méthode positive appliquée au particulier est plus un moyen, un procédé pour obtenir des réflexes, des bonnes habitudes, que l'on ne pourra jamais contraindre, qu'une méthode qui, elle, doit s'inscrire dans une globalité de résultats que l'on pourrait nommer au sens général d'intégration saine, que ce soit au sein de la société ou au sein de la famille. Éduquer son chien se résume au final à l'intégrer respectueusement dans son environnement, soit, mais en lui demandant d'être lui-même respectueux. Et comme le respect n'est pas une notion qui s'achète, la méthode positive ne pourrait être envisageable. Pour donner un exemple concret de ma façon de concevoir l'utilisation du procédé de la technique positive, à part pour lui apprendre des pitreries, qui ma foi ne sont pas négatives, bien au contraire, puisqu'au moins le maître suit un cheminement ludique avec son chien. Et pour finir mon exposé, alors qui, je l'entends parfaitement, va pas plaire à tout le monde, mais enfin ça on s'en fout, on le sait bien. Alors, je prendrai l'exemple du détachement. Le procédé positif doit servir pour aider et apprendre au chien le détachement au maître. Le chien est un animal sociable qui n'aime pas la solitude. Pour lui apprendre à accepter la solitude, je dois dans un premier temps lui apprendre à endurer l'usage de la caisse, qui, je le rappelle, pour reprendre l'image d'une consoeur canadienne, représente sa tanière. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'image, la projection. Pour ce faire, je jette au fond de la caisse et à son insu une poignée de croquettes. Quand je place le chiot dans la caisse, rapidement, il va repérer les croquettes et sur le coup, oublier la caisse. Pour moi, c'est nourrir le détachement. Je nourris le détachement. D'accord ? Pour moi, nourrir le rattachement, donc le rappel vient, c'est donner au chien l'impression que le retour au maître n'est pas intéressant s'il n'y a pas autre chose que le maître. Moi, ça me gêne, ça me pose un problème. Quand on demande au chien de revenir pour une friandise, c'est que nous avons raté le lien, la construction de ce lien. Je n'utilise la croquette que pour atténuer le choc de la séparation, pour détacher le chien du maître. Après, s'il y a détachement, il y a détachement et détachement. C'est-à-dire plusieurs degrés de détachement. Bon, le plus haut étant la séparation, vraiment, brutale, toute la journée. Mais c'est un autre sujet qui peut largement être étoffé de 10 pages. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Alors, on pourrait aussi, pour finir, parler de l'attachement. L'addiction, donc l'attachement, l'addiction à un jouet que l'on provoquera chez un chien de type peureux. Alors, si le jouet représente un fort intérêt pour l'animal, si on l'a bien motivé dessus, il suffit de le sortir à des moments où le chien dévoile des signes cliniques de peur par rapport à ce qui l'effraie, ce qui l'inquiète. Alors, le plaisir de revoir son jouet, le jouet guérisseur, décharge de la dopamine qui pourra atténuer la cortisol, hormone du stress. Donc le chien, il voyage un petit peu, puis en voyant son jouet, du coup, il oublie un petit peu ce qu'il y a autour. C'est pour ça que je dis qu'il voyage. Il oublie ce qui lui déplaît pour se focaliser sur ce qui lui plaît. Par habituation, il se fera doucement à l'environnement. Le procédé positif s'avère très efficace dans ce genre de cas. Voilà. Alors, j'ai à peu près fini. Conclusion. L'humain, celui des pays riches, est tellement devenu inintéressant, insignifiant aux yeux de son chien, comme l'école l'est devenue aux yeux du jeune élève, qu'il a dû compenser en proposant au chien autre chose que lui-même. Comme la publicité, vous savez, des années 80, là, qui montrait, il y en a beaucoup qui ne connaîtront pas, mais qui montrait une femme courir après son mari, là, qui fuyait le foyer, là, il courait derrière un train, il fuyait le foyer conjugal parce qu'il voulait goûter à de meilleurs raviolis, là. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Elle courait la mémé pour essayer de rattraper son mari, quoi. Le chien, il fuit ce maître inexpressif, ennuyeux, apathique, peu stimulant. Nos chiens s'ennuient. Oui, c'est vrai qu'ils s'ennuient. Parce que même quand le maître est là, il n'est pas forcément avec lui. Il est temps de donner le meilleur de nous-mêmes en utilisant autre chose que le chantage, le marchandage ou la consommation d'artifices pour obtenir. Arrêtons de marchander. On est bien d'accord que je parle d'éducation canine, pas de dressage. L'affection est pour moi la solution.
Alors, ça c'est notre base entre chien et vous. Mais l'affection, ou développer l'affection auprès de son chien est autant facile pour certains que c'est un chemin de croix pour d'autres. Notre monde est tellement consommateur qu'utiliser une ressource instinctive et à l'intérieur de nous, de nos chiens, est devenu accessoire. Notre monde est tellement ancré dans le stéréotype et la constipation sociale que se mettre en scène pour plaire à son chien, à ses gosses, est devenu suspect, presque subversif, quoi. Se rouler dans l'herbe, n'en parlons pas avec son chien, mais quelle horreur, c'est débile, c'est sale, c'est pas un exemple pour notre société aseptisée. Bref, on est devenu adulte et chiant. Redevenons enfants et plaisants. J'ai appris auprès de mon maître il y a 30 ans qu'il fallait penser chien, donc celui qui m'a tout appris, Gérard Lalande. Donc il faut penser chien. Moi je pense qu'il faut aussi bouger chien. Et ce n'est pas nécessairement pratiquer un sport canin à l'extrême. À l'état naturel, les canidés ne pratiquent pas de sport canin extrême. Et ils ont une bonne complicité. Ils jouent simplement. Bouger chien, ça pourrait être simplement mettre un genou à terre et le bousculer un peu pour stimuler l'interaction en plaçant par moments des limites au jeu et à la manière de jouer. Parce qu'un chien ne peut pas jouer avec un humain comme il joue avec un congénère. Bouger chien, c'est donner un peu de soi. Mais n'oublions pas que pour ce faire, il faudra à un moment ou à un autre s'affirmer, placer des règles, dire non à son chien. Parce que même dans le jeu, il faut mettre des limites. Eh oui, il faut mettre des limites un peu partout. Alors il serait temps d'évoluer, de s'apaiser dans un camp comme dans l'autre, de reconnaître que nul ne détient la vérité et qu'aucune n'est mieux ou plus juste. Il serait temps d'arrêter, parce que moi je ne critique pas la méthode positive, j'en ai rien à foutre. C'est juste que je dis qu'elle n'est pas mieux que les autres. Il serait temps d'arrêter le cloisonnement, la standardisation. De reconnaître, d'admettre qu'on peut voir les choses autrement, que d'autres peuvent voir les choses autrement. La standardisation qui a appauvri notre monde, qui uniformise trop la société, il faut arrêter ça. Il serait temps de cesser de classer les gens dans des cases, car ils ne pensent pas comme vous. Il serait temps de reconnaître que l'éducation canine, c'est autant de méthodes qu'il y a d'éducateurs, et c'est une richesse absolue. C'est une richesse absolue parce que les gens peuvent aller où ils veulent. Il serait temps d'admettre que l'intuition est bien souvent meilleure que ce que prône l'institution. Ça, c'est important. Il serait temps d'admettre que l'intuition est bien souvent meilleure que ce que prône l'institution. Il serait temps d'en finir avec le dictat positif, tout droit venu des pays anglo-saxons, à qui nous ne donnons pas de leçons, sinon celle de ne pas nous en donner en retour. Cela, enfin je dirais rien sur les Anglais et puis les Américains, mais bon. Voilà, il serait temps de ne pas confondre révolution avec interdiction. Il serait temps d'en finir avec positif et coercitif. Peut-être devrions-nous parler de méthode ajustée. J'ajuste la méthode en fonction du caractère du chien, de la personnalité du maître, de l'environnement et j'en passe. Ajuster est le bon mot car il confère à la méthode un sens de justice. Je suis et doit être juste. C'est plus efficace qu'être dur ou permissif. Votre chien fait partie de votre famille. Vous n'avez peut-être pas une vision de compétiteur, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. Le modèle de ces gens-là, c'est le conditionnement poussé. Pour moi, le conditionnement à l'obéissance, à l'agility, mais c'est le contraire de l'intelligence. Je sais que je vais en fâcher, mais pour moi, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence se mesure à la capacité du chien à réagir et à s'adapter avec cohérence à la circonstance. Dans un programme établi par l'homme sur un terrain cloisonné, dépourvu de distraction, où le chien doit exécuter des exercices qui se succèdent, l'intelligence, elle n'est pas stimulée, moi je suis désolé. C'est une routine qu'on lui a apprise et que machinalement et continuellement il répétera encore et encore. Et ça pourquoi ? Pour obtenir son bout de chiffon au bout. Ça ne veut pas dire que ceux qui pratiquent ces activités ne sont pas brillants, comme ça ne veut pas dire non plus que leur modèle en est un. Alors je ne dirais pas que je les admire, je dirais pas que je les admire ou je les déteste, c'est pas la question de ça, moi je m'en fous. En tout cas, je n'admire pas plus un compétiteur qui réalise des prouesses disciplinaires qu'un simple particulier qui sait se faire aimer de son chien. Voilà, quand on sait se faire aimer de son chien, moi c'est mon métier, moi c'est ce que j'aime voir, plus que la discipline. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors déclencher, renforcer l'instinct d'affection de son chien est beaucoup plus efficace, car quand le chien a de l'affection pour le maître, il ne quitte pas ce qu'il aime. Pour finir, je dirais que le modèle d'affection est la voie à suivre, car si la consommation auquel le concept d'affection se heurte, s'oppose, venait à persister, il se pourrait bien que l'on perde un peu plus que notre vérité. Le monde a besoin d'affection pour changer de modèle, et c'est peut-être là qu'un énergumène, pour reprendre
Ça c'est un message subliminal, hein, comme moi, un énergumène comme moi, qui travaille depuis plus de 5 ans, pourrait être utile. Alors je reprends un énergumène, hein, qui est celui qui est possédé du diable, comme une promotion. Pour moi c'est une promotion, hein, surtout sur certaines pages. Hein. Surtout quand je vois la compétence, quoi, parce qu'eux, ils s'imaginent qu'ils sont compétents parce qu'ils tournent en rond dans un ring, à affoler, à exciter les chiens. On y reviendra, l'agility, c'est le prochain truc que je vais faire. Je vais vous expliquer pourquoi l'agility, il faut oublier. Mais je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Donc, c'est un homme parfaitement donné l'impression d'un homme à l'esprit fou. Bon, ça, c'est l'énergumène. Alors, cependant, ma seule folie est de creuser là où personne ne conteste. Ma seule folie est de défendre ceux qui n'ont jamais demandé plus qu'un peu d'affection, comme modèle d'éducation. Mais là, c'est une autre histoire. Bon, je vous souhaite une bonne journée, hein, et j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu plus de modération quand on publie des choses, et j'espère que là, il y en aura. De toute façon, s'il n'y en a pas, moi, je virerai tous les commentaires qui sont complètement insultants, tous les commentaires qui sont... J'ai fait ça pour amener une réflexion. Alors, oui, je ne suis pas non plus positif, je ne suis pas coercitif, moi je suis méthode affective, mais je ne critique ni l'un ni l'autre. Chacun fait comme il veut chez lui, chacun dans sa paroisse, hein, prêche ce qu'il veut. Donc, c'est juste pour dire, c'était juste pour expliquer, étayer, qu'au final, la méthode positive, elle n'est pas nécessairement mieux que la méthode coercitive. Hein, et que la méthode coercitive, on a englobé un peu trop de trucs là autour, là-dedans, ça a été un petit peu le fourre-tout. Donc, ceux qui sont extrêmement violents, on va dire qu'ils sont coercitifs, alors qu'il y en a qui mettent juste des limites. Ceux-là ne sont pas coercitifs, ils sont juste... c'est la méthode ajustée, ce que j'appelais la méthode ajustée. Voilà, c'est pour finir. J'espère que ça va vous amener beaucoup de réflexion et que ça va vous permettre d'évoluer. Parce que franchement, notre monde d'éducation canine est devenu très con. Donc j'aimerais bien, si je peux arriver à contribuer, surtout localement, là, pas très loin, à 20 km de chez moi, si je peux arriver à amener un petit peu d'apaisement et puis surtout de réflexion, eh ben, j'aurais bien réussi. Bonne journée.